Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Baptiste Moruto pour la conférence. Pourquoi tu n'auras pas encore ta Switch 2 cette année? J'étais mal aux yeux. Allô, allô? Ouais, ça a l'air de bien marcher, nickel. Donc bonjour à tous. Derrière ce nom plutôt cryptique, je pense que peu de gens ont pu comprendre, ou alors ceux qui étaient là précédemment. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là l'année dernière et qui ont vu ma presse de l'année dernière peut-être? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, merci. Ok, il y a quand même pas mal de gens, ok. Donc je vais... ça va pas être la même chose que l'année dernière, je vais essayer d'être assez rapide sur l'introduction. Mais la plus grosse partie sera différente pour les gens qui ont déjà vu ma précédente. Donc, je sais pas le... Ouais, c'est pas grave. Donc tout d'abord, qui je suis? Je m'appelle Baptiste, ça fait environ 7 ans que je fais du botting. C'est mon truc privilégié, c'est ce que j'aime le plus faire. Ce que j'aime faire aussi, c'est donc reverse les antibots, qu'on va parler durant toute cette présentation. C'est ce que je fais le plus maintenant et c'est la chose que j'apprécie le plus, bien entendu. Si vous voulez, j'ai mis mon Twitter aussi à côté. Vous pouvez rapidement le prendre. Après ça, il n'y a pas besoin de prendre de vidéos, etc. De toute façon, il y aura la rediffusion sur YouTube. Donc, normalement, il n'y aura pas de souci à propos de ça. Au programme, donc, je vais rapidement faire un petit disclaimer et pardon, redonner un petit peu de lexique si à un moment je commence à utiliser certains mots qui, par habitude. Des rappels des fondamentaux qu'on a vu l'année dernière. Et après, bien entendu, le gros du sujet va être de comment résoudre ces antibots. Je vais montrer aussi comment le faire nous-mêmes directement. Et en dernier, je vais donner donc pas comment le solve, donc le faire nous-mêmes, mais purement passer outre, donc faire comme s'il n'existait pas du tout. Donc on va parler uniquement de bots de scalping. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est des bots de scalping. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez lever la main, les gens qui en ont déjà entendu parler? Ok, il y en a quelques-uns, donc je vais quand même rapidement expliquer. Le bot de scalping, c'est basiquement un robot pour acheter des objets sur Internet pour ensuite les revendre possiblement avec un markup. Nous parlerons pas donc de bot Discord, de bot Twitter, de bot de tirage au sort, qui est aussi un autre domaine dans cette grosse catégorie. On va vraiment rester uniquement sur les bots de scalping, premier arrivé, premier service. Ça veut dire les sites où on doit aller sur le site le plus vite possible, acheter son objet le plus vite possible et pour pouvoir le récupérer. Rapidement, je vais utiliser certains mots par réflexe, donc checkout qui est donc l'entièreté de l'action d'un achat pour acheter un objet. OOS qui est out of stock pour dire qu'il n'y a plus rien du tout, et add to cart qui est ATC, qui sont des petits mots par moment qui risquent de glisser, donc pour être sûr que tout le monde les a. Je préfère faire rapidement un petit disclaimer. Il y a rien de ce que je vais dire est vrai, je mens totalement, donc voilà, faut pas être choqué. Donc l'année dernière, je vais rapidement donc refaire une petite introduction de ce qui s'est passé l'année dernière. Ça va être très rapide, je ne vais pas refaire l'entièreté de tout ce que j'ai fait. C'est juste pour resituer les gens qui n'étaient pas là, malheureusement, l'année dernière. Qu'est-ce qu'un bot? Un bot, ce qu'il doit faire, c'est exactement comme un être humain sur le site. Il doit aller sur le site, ajouter au panier l'objet qu'il veut acheter, ajouter ses informations, ses coordonnées, etc. et payer. C'est exactement comme un être humain. Ces dernières années, les choses qui ont été le plus bottées et que vous avez sûrement déjà entendu, ceux qui ont entendu parler de ça, c'est donc les sneakers. Pendant les 5-6 dernières années, c'était le fer de guerre, c'était ce qui a été le plus botté absolument dans tous les sens. Récemment, en France surtout, il y a Pokémon qui a pris beaucoup d'ampleur, avec vraiment des prix indécents pour des fois juste 2-3 boosters. Et aussi, ce qui a pu arriver aussi, qui est aussi assez récent, c'est l'événementiel de manière générale. Ça veut dire les concerts, les événements sportifs, tout ce qui ressemble, tout ce qui peut être fait tout simplement dans un stade.
Voici un petit visuel d'un bot. Beaucoup de personnes peuvent penser que ça peut être juste un vieux script Python dans un terminal. Non, il y a vraiment des bots qui se revendent, qui ont des milliers et des milliers d'utilisateurs. Un exemple ici, c'est Cybersol. Cybersol qui est le plus connu. 1 million de followers sur Twitter, donc quand même quelque chose d'assez gros. Vous pouvez voir ici que c'est quand même un petit UI un peu sympa. Chaque ligne est basiquement un robot. Ça veut dire que chacune des lignes, là on peut voir que le mec, bien joué à lui, il a eu tout ce qu'il voulait. Mais donc chaque ligne est une action qui va être faite sur le site. Enfin plutôt un bot qui va être lancé sur le site. Pourquoi utiliser un bot? On peut se dire oui, c'est logique, mais je préfère le rappeler. Un bot, c'est tout simplement qu'il va aller beaucoup plus vite qu'un être humain sur le site et va être lancé à plusieurs reprises en même temps. Ça veut dire que très souvent, il y a un énorme risque qu'un humain classique va juste aller sur le site et malheureusement, il sera déjà trop tard, alors que l'entièreté des robots ont déjà tout raflé auparavant. Pourquoi le robot a tout raflé? Il y a plusieurs points qui sont assez logiques, bien entendu. Par exemple, l'humain va seulement faire une tentative, il a un navigateur, il va se déplacer sur le site uniquement avec... il est seul, hein. Il doit charger chaque image IS, CSS, ça c'est le plus important, ça veut dire que chaque partie du site doit être load, les images, le script, le CSS, ce qui est pas du tout le cas sur un bot classique. C'est en plus le truc qui prend le plus de place, qui est le plus lourd la plupart du temps. Un humain c'est lent, on va pas se mentir, souvent oups je me suis raté, j'ai raté le bouton, qu'est-ce que je vais choisir comme truc, qu'est-ce que je veux, c'est quoi ma taille, etc. Et une qualité variable du réseau. Beaucoup de personnes que je connais qui essayent d'acheter, par exemple, je sais pas moi, leur ticket de concert, ils vont être sur leur téléphone vite fait au travail et ils vont essayer de payer. Le problème, c'est que sur 4G, ça peut arriver que malheureusement, la 4G soit pas si bonne que ça. Alors que le robot, lui, au contraire, il va tester des centaines de fois, il n'a absolument aucun contenu, c'est-à-dire qu'il va directement taper sur les API, il va ça dépend, mais très certainement, il va taper directement sur les API. Il va rechercher automatiquement, c'est-à-dire on va mettre un keyword dans le bot et il va automatiquement chercher l'objet qu'on veut récupérer. Le plus commun maintenant, en fait, c'est que les bots se battent contre eux-mêmes. En fait, il y en a tellement maintenant que, en fait, c'est plus vraiment contre les humains qui se battent, c'est contre les autres bots à côté. Il y a plusieurs moyens d'aller plus rapidement qu'un autre bot à côté. Par exemple, se mettre dans la même région. Par exemple, un site est américain. Je vais mettre mon bot aux États-Unis. Je vais prendre mes proxys aux États-Unis. Ou alors même, si on a encore plus de chance, on sait que le serveur est chez AWS, par exemple. Je vais essayer de me mettre directement dans le même AWS pour que, si par chance, on peut directement même pas sortir en fait du réseau AWS, quoi. Avoir une bonne base de code pour le multitraining, ça veut dire, ce que je sous-entends par là, c'est qu'il y a plusieurs langages pour faire ça. Les langages les plus utilisés sont Python, Node.js et Golang. Golang est beaucoup plus intéressant. Maintenant, la plupart des gros bots sont sur Golang. À l'époque, ça se faisait beaucoup d'utiliser des petits scripts Python à la va-vite. Ça devient de plus en plus professionnalisé, donc c'est de moins en moins le cas. Ce qui fait que la plupart des bots Python et Node.js que je connaisse se font manger par des bots Golang. Et utiliser des routes d'API le plus rapide, c'est-à-dire que s'il y a 2 choix possibles de routes d'API, je vais toujours prendre celle qui a le plus petit body ou la plus petite réponse, parce que ça va bien entendu revenir plus vite. Maintenant, nous allons parler rapidement des types d'antibots et de comment les résoudre, comment les bots font pour résoudre ces antibots. Je vais rapidement montrer les 3 qui sont donc les challenge-based. Donc les challenge-based, on va voir, vous avez déjà reconnu. Les files d'attente et les fingerprint-based. Les challenge-based, vous les avez déjà vus, je pense. Les CAPTCHA, reCAPTCHA, j'en ai mis 2 autres à côté, Datadome et Perimeter X, pour montrer qu'il y en a un petit peu des différents. Mais vous avez tous déjà vu qu'il fallait cliquer sur un passage piéton, il fallait cliquer sur une voiture, il fallait cliquer sur des motos. Ces CAPTCHA-là, voilà, tout le monde les a déjà vus. Il y en a plein maintenant. J'en ai vu des centaines différents. C'est les trucs les plus utilisés malheureusement, et pour les contourner, la plupart des bots utilisent des providers en fait. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont basées uniquement sur cette idée-là comme but de solve ces CAPTCHA. Là, je donne un exemple tout CAPTCHA. On peut voir les prix. Par exemple, reCAPTCHA V2, c'est 1 euro, c'est entre 1 et 3 euros dépendant de la quantité de demandes sur le moment. Mais c'est entre 1 et 3 euros les 1000 CAPTCHA.
c'est pas si cher que ça. On va dire que sur une sortie classique, la plupart des gens vont utiliser 2 euros, quoi. Ce qui fait que un blocage à 2 euros pour les botteurs, c'est pas forcément quelque chose qui va les bloquer. C'est pour ça que c'est pas vraiment la chose à privilégier. Je vais en montrer d'autres aussi, mais là, par exemple, là, c'est carrément 60 centimes. Et un des meilleurs du marché, qui est Capsolver, qui est à 80 centimes les 1000, c'est le plus rapide. Clairement, le CAPTCHA, par moment, il le solve en moins d'une seconde. Donc, en plus, c'est même pas forcément un ralentissement, en fait, pour les bots. C'est plus un ralentissement, en fait, pour les humains que pour les bots. Parce que les humains, eux, vont devoir cliquer sur les petites cases, alors qu'un bot va peut-être l'avoir en moins d'une seconde, la réponse. Donc, moins en moins d'intérêt. Petite mention honorable pour les CAPTCHA horribles, parce que maintenant, il y a des CAPTCHA qui sont particulièrement horribles. Je pense que tout le monde a déjà galéré sur un CAPTCHA. Le premier que je donne, qui est en bas à gauche, c'est le Fun CAPTCHA Orbit. La dernière fois que j'ai vu ça, j'étais abasourdi. C'est vraiment, c'est assez fou. Celui-là du milieu, c'est de la même entreprise, c'est Fun CAPTCHA. Là, on peut voir qu'il y en a deux au milieu qui faut faire des calculs avec des dés. Ou alors tirer des traits. Cette partie qui est très rigolo, c'est sur le noir, si vous arrivez à voir, je ne sais pas si peut-être, 1 of 20, il y en a 20 à faire, donc il y en a 20. Voilà, si vous en ratez un, il y en a re-20, voilà, comme ça, moi, tout le monde est content, on kiffe. Et le petit dernier, donc, qui est le H-Captcha Draw the Box, c'était un petit peu rigolo la première fois que je l'ai vu, quand j'ai essayé de le solve un peu moins. En fait, il faut faire un rectangle parfaitement sur le petit chat, donc trop mignon, mais s'il y a un pixel qui dépasse de trop ou de pas assez, c'est raté, on repart sur le petit chat suivant. Donc, assez dommage. Ces derniers mois, les solvers automatiques en ligne, les solvers comme Capsolver, etc., sont de plus en plus communs, sont de plus en plus rapides, donc sont de moins en moins intéressants. En fait, c'est de moins en moins intéressant pour arrêter les bots. Les entreprises comprennent lentement qu'en fait, ça sert à rien d'utiliser des CAPTCHA comme ça, à part pour d'autres domaines, mais pas pour le botting pur. Ça a peu d'intérêt. On va plutôt privilégier ReCAPTCHA V3, qui lui est fingerprint-based. Ça veut dire qu'il n'y a pas de CAPTCHA. Sûrement, vous l'avez déjà vu, vous n'êtes pas un robot, vous cliquez dessus, vous n'avez pas de challenge. Il n'y a rien du tout. Directement, il a compris que vous êtes un être humain. On va voir comment ils font d'ailleurs pour faire cela. Certains CAPTCHA, donc, comme j'ai montré avant, veulent trop en faire. Hein. Ils pensent qu'un être humain, non, c'est un magicien aussi. Malheureusement, non. On n'arrive pas forcément. Des fois, il y a des blocages comme les 20 d'affilée. Je veux montrer aussi rapidement que maintenant, il y a beaucoup de modèles d'IA qui existent. Souvent, on peut les faire nous-mêmes. En fait, on va dériver d'un modèle qui est déjà présent. Là, je donne un exemple que j'ai déjà utilisé pour certains CAPTCHA, qui est OCR CAPTCHA V3 sur Hugging Face. Il y en a d'autres sur certains sites qui sont ressemblants. En fait, juste rajouter ses propres CAPTCHA à noter. Et en fait, au bout d'un moment, ça marchera pour le CAPTCHA que vous voulez faire. Donc l'IA, oui, en plus, l'IA rend l'utilisation totalement obsolète et inintéressante au possible. Le deuxième auquel je voudrais parler, c'est la file d'attente. Vous avez peut-être déjà vu ça si vous avez récupéré des tickets de concert. À un moment, vous avez essayé de chercher un concert sur Ticketmaster FR. C'est Q8, donc c'est une file d'attente. Le fonctionnement est assez simple. Avant le lancement de la file d'attente, vous attendez au début, donc il y a une pool de l'entièreté des utilisateurs. Et au moment où la file d'attente s'ouvre, il va placer aléatoirement tous les gens dans la file d'attente. Et si pas de bol, vous êtes 100 millième, et si vous avez de la chance, vous êtes centième. Donc vous allez pouvoir acheter. C'est particulièrement frustrant. C'est particulièrement frustrant vu qu'en fait vous n'avez pas de contrôle sur ça. Les CAPTCHA challenge, vous pouvez vous dire bon, ok, d'accord, là j'ai vraiment abusé. Je l'ai vu que c'était une voiture à un moment, voilà. Mais là, il n'y a vraiment rien à faire. Hein. Vraiment, c'est juste le mettre dedans et espérer que ça passe. Pour faire ça, les robots. Je savais que ça allait arriver, donc il n'y a pas de souci. Quel enculé. Trou du cul. Alors. Donc, les techniques de résolution pour ce genre de challenge, on va dire, d'antibot. C'est donc la force brute. On va, la plupart du temps, quand il y a une file d'attente, environ 5000 threads, en fait, on va mettre environ 5000 threads, donc 5000 robots dans la file d'attente, en espérant qu'il y en a un qui arrive dans le top 100, dans le top 200.
Et après, avec donc on va recevoir un cookie après avoir passé. C'est comme ça que la plupart des files d'attente fonctionnent. On va recevoir un cookie pour dire vous êtes accepté sur le site. En fait, le cookie, il n'est pas bloqué sur la session, il n'est pas bloqué par IP, il est bloqué par rien du tout. Donc ce qu'on fait après, on le partage avec tous les bots. Ça veut dire que, en fait, il y a besoin d'un passage. Et là, encore une fois, ça fait que si vous êtes un petit peu débrouillard, et que vous avez un bot, ça rend l'utilisation absolument horrible pour les utilisateurs. En fait, un bot va passer 1000 faux utilisateurs avec un seul cookie, alors qu'il y a encore des gens qui sont 100 millièmes derrière dans la file d'attente. Depuis l'an dernier, malgré tout, Ticketmaster et AXS, qui sont les deux poids lourds dans l'événementiel, ont commencé à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui passe pas. Donc ce qu'ils font maintenant, en fait, c'est qu'ils lient le cookie qu'on reçoit à la fin, ils le lient au compte directement. Ce qui fait qu'en fait, si on essaye de l'utiliser avec un autre compte, ça va pas marcher. Et on est limité par compte, en fait, sur les achats. Ça veut dire qu'on est limité à peu près souvent 4 tickets par compte. Ce qui fait que, en fait, chaque cookie est limité par compte. C'est pas encore fait du tout partout. C'est vraiment ces deux-là qui ont commencé à faire quelque chose de sérieux à propos de ça. Parce que ça coûte assez cher de le faire et il faut quand même une sacrée infra. Donc, en espérant que Qt le fasse directement eux-mêmes. Et le dernier, qui est les fingerprint based, qui est le plus intéressant, à mon avis, c'est ces quatre-là, qui sont les plus gros actuellement dans le marché. Datadog, Akamai, Cloudflare et Imperva. Vous connaissez peut-être Akamai et Cloudflare pour leur CDN, mais ils ont leur partie anti-bot, eux aussi. Rapidement, à propos de ces quatre-là, je vais rapidement faire un petit benchmark, parce qu'on m'a déjà pas mal de fois demandé, en fait, c'est lequel le meilleur, en fait. Donc moi, je veux juste le meilleur, parce que j'ai un max de thunes et je veux juste pas les bots. Donc là, je vais rapidement faire un petit topo de lesquels font quoi, lesquels sont les plus intéressants, etc. Datadog, par exemple, n'a pas besoin d'un CDN, comparé aux deux suivants qu'on va voir, qui ont besoin d'être sur leur CDN directement. Celui-là, on peut l'utiliser sur n'importe quel outil, on peut le glisser, c'est plug and play, on va dire, ce qui rend l'utilisation beaucoup plus simple. Il y a une version CAPTCHA et une version invisible. Après ce que je vous ai dit, c'est un peu, on dirait, c'est pas un positif, mais ça reste un peu chiant. On va le voir après pourquoi, mais ça rajoute une petite partie un peu chiante. La version CAPTCHA est propriétaire, ce qui fait que, vu que Datadog n'est pas utilisé sur énormément de sites, il y a certains solvers qui ne le font pas, beaucoup de solvers qui ne le font pas aussi. Encore une fois, on va montrer pourquoi. Il y a énormément de customisation possible. C'est possible de faire plein de choses avec, donc c'est vraiment sympa. Et c'est un des moins chers du marché. Vraiment, pour la qualité que c'est vraiment un des moins chers. Le rapport qualité-prix est très bon. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de customisation. On va le voir dans la partie bypass, il y a trop de customisation. Enfin, c'est bien d'en avoir beaucoup. Le problème, c'est que les gens ne sont pas forcément formés à cette customisation. Ce qui fait qu'en ayant posé Datadog, ils disent voilà, c'est magique, l'entièreté de mon site est protégée, je n'ai rien besoin de faire. C'est pas forcément le cas. Et aussi bloque les utilisateurs légitimes. Ça, c'est, je pense, pour moi, le plus gros point noir de cet outil. C'est que si vous ne déplacez pas comme une grand-mère sur le site pendant qu'il est en high security, en fait, vous allez vous faire ban vous-même. Il va croire que c'est un bot parce que vous cliquez à plus d'un clic toutes les 10 secondes. Pour lui, c'est fou. Donc, c'est possible que vous fassiez bannir, vous soyez un faux positif, en fait, malheureusement. Akamai ABCK, donc là c'est donc fait par Akamai qui est donc le CDN, donc bloqué automatiquement, on n'a pas le choix de passer par le CDN. Il est constamment invisible, ça peut être pas mal pour certains utilisateurs, c'est-à-dire que on ne verra jamais rien, ça reste que tout est fait en background. Le token est renouvelé très souvent. Ça veut dire que c'est très chiant pour un anti-bot, pour un bot, pardon, parce que faut récupérer le nouveau token à chaque fois et donc ça fait de la perte de temps et c'est très dérangeant pour nous parce qu'on ne veut pas perdre de temps. A une très bonne détection sur les mouvements de souris. Vraiment, c'est le meilleur dans le domaine. C'est-à-dire que beaucoup d'anti-bot fingerprint, encore une fois, on va le voir plus tard, utilisent des mouvements de souris pour détecter qu'est-ce qui peut se passer, est-ce que c'est un bot ou pas. Il va demander des petits mouvements. Beaucoup de personnes qui essayent de le solve, en fait, essayent de trouver des algorithmes. Le problème, c'est qu'ils sont très rapidement patchés. Donc des courbes de Gauss, etc. C'est souvent ça va assez vite patcher, donc c'est un peu compliqué à faire. Et ne bloque pas du tout les utilisateurs lambda. Je n'ai jamais vu quelqu'un se faire bloquer par Akamai vraiment dans le dur et c'est fini. C'est vraiment uniquement les bots. Le problème, c'est qu'il est particulièrement connu. En fait, ça fait plutôt longtemps qu'il est dans le marché, ce qui fait qu'il y a des providers, en fait, il y a des third parties
ils vont vendre des services directement pour pouvoir les solve, des API. C'est que c'est assez dommage, mais ça reste que ça bloque une bonne partie des bots, en fait. Enfin, ça bloque, pas, même si c'est pas 100%, ça reste plutôt pas mal. Et c'est plutôt cher, parce que en fait, si vous avez besoin de changer de CDN pour aller dessus, en fait, ça peut vite, le prix peut vite monter, donc c'est plutôt dommage. Cloudflare I am under attack mode, c'est un des plus gros sur le domaine, dans le sens où c'est le plus dur à reverse. Vraiment, j'ai déjà essayé. Malheureusement, j'ai pas 2 mois devant moi pour pouvoir faire ça. Vraiment, c'est très compliqué. C'est un des plus puissants dû à leur nouveau système qui s'appelle Turnstile, qui est vraiment pas mal en rajout en plus. Les flags sont... Il y a énormément de moyens de flag Cloudflare. Vous avez peut-être déjà pris un blocage si vous êtes sur un VPN, etc. Cloudflare ont vraiment beaucoup de checks, par exemple sur le TLS, donc sur des trucs assez précis, ce qui rend le botting un peu plus compliqué, on va pas se mentir. Et là aussi, il y a une version, on va dire CAPTCHA, c'est pas vraiment un CAPTCHA, mais c'est une version visible et une version absolument invisible, comme j'ai parlé avant d'Akamai. Les points négatifs, comme j'ai dit, c'est uniquement utilisable chez Cloudflare et c'est extrêmement cher de manière générale. De toute façon, Cloudflare, quand même, des fois, pour les grosses entreprises, ça revient très très vite assez cher. Là, c'est encore pire. En rajoutant ça, parce que la plupart des antibots comme ça sont payés au CAPTCHA, donc ça fait que s'il y a beaucoup d'utilisateurs, le prix devient fou. Et Imperva, qui est le petit dernier, c'est un bien et un mal, parce que en fait, ça fait qu'il y a peu de third party qui le font, mais aussi, c'est-à-dire qu'il est assez récent, donc il fait des fois des petites bêtises, il y a des petits ratés, des petits oupsis. Coûte pas super cher, vu qu'il est assez récent, en fait, il essaye de s'implémenter dans le marché. Et encore une fois, la version CAPTCHA, version invisible, si vous avez vraiment un très mauvais fingerprint, il va vous passer en CAPTCHA. Et aussi, oui, pardon, j'avais pas dit, mais leur version ISEC est sur CAPTCHA V2. On l'a vu avant, pourquoi CAPTCHA V2, c'est pas foufou. C'est un peu dommage. La technique de résolution, donc, pour solve ce genre d'antibot, ça va être en fait du reverse. Beaucoup, très souvent, la plupart des personnes vont... En fait, non, pas la plupart des personnes, 2-3 personnes vont s'amuser à reverse le bot, l'antibot de eux-mêmes. Donc, tout faire eux-mêmes maison. L'option la plus commune, c'est l'option 2, donc c'est poser un petit peu d'argent et utiliser un third party. C'est pas aussi quali que ce que j'ai montré avant, donc avec des petits sites un peu sympas. Très souvent, c'est des Discord en fait. Là, on peut voir les prix, par exemple, pour Akamai, pour 50 000 requêtes sur le mois entier, c'est $100. Et pour 1 million de requêtes, c'est 1200. On dirait pas comme ça, mais en fait, c'est assez rapide à vider les Akamai. En plus, c'est pour tout le mois, donc ça peut vite revenir très très cher si on a un gros bot, beaucoup d'utilisateurs, etc. Ou que les utilisateurs sont très gourmands en termes de tâches. Donc, ça peut être un cas. Et le troisième, donc, c'est utiliser des headless browsers. Les headless browsers, en gros, c'est un navigateur, mais invisible. C'est-à-dire qu'en fait, on va cacher toute la partie graphique pour qu'il aille le plus vite possible, le navigateur. Et tout ce qu'il va faire, lui, c'est ouvrir la page, attendre que l'antibot se solve, récupérer le token et vous le renvoyer dans le bot. C'est extrêmement lent, c'est pas du tout le truc à privilégier. Si vous avez de la chance que sur un moyen précis, ça m'est déjà arrivé de pouvoir utiliser ça comme petite solution de récup, c'est faisable, c'est absolument pas ce qui est privilégié parce que en fait on peut vite se faire grailler. Donc voilà, mais c'est existant, voilà, donc j'en ai mis 2, Playwright et Selenium, c'est les 2 qui sont le plus utilisés. Ces derniers mois, les antibots fingerprint maintenant sont devenus vraiment de plus en plus forts. Particulièrement cette année, par exemple, Datadome a fait énormément d'updates. Avant, ça n'aurait pas forcément été un antibot que je recommande. Maintenant, c'est un que je recommande le plus. Très honnêtement, vraiment, c'est vraiment un antibot assez clean. Mais ça reste que les antibots, en fait, s'il y a de l'argent derrière, il y a des gens qui vont s'y mettre à plusieurs pour essayer de le casser, quoi. Malheureusement, s'il y a de l'argent, il y a toujours quelqu'un qui va y aller, quoi. Donc là, on va parler de ces gens. Pour Datadome, c'est moi, par exemple. Je me suis amusé à faire un petit reverse. On va expliquer exactement comment j'ai fait. Pour certains qui ont déjà fait du reverse de binaire, il y aura peut-être des points communs, mais pour les autres, ça va être de la petite découverte. Premièrement,
Donc un fingerprint, c'est une empreinte digitale. J'utilise ce mot depuis avant, mais je pense que vous l'avez tous. C'est une empreinte digitale, ça veut dire qu'il va récupérer énormément d'informations de votre navigateur et de votre utilisation du site pour vous créer un trust score, on va dire, pour vous créer un niveau de confiance. C'est souvent entre 0 et 1. Et il va récupérer plein d'infos. Comme je mets à la liste là, la taille de votre écran, l'user agent, les plugins que vous avez sur Chrome, d'activer les polices d'écriture que vous avez le droit d'utiliser sur Chrome ou peu importe ce que vous utilisez, le timestamp, l'OS, votre carte graphique, ce que votre carte graphique peut faire, le vendeur de la carte graphique, si c'est une version mobile ou pas, ça veut dire si vous pouvez bouger votre souris ou si vous tapez sur l'écran. Mettre même un petit crash un moment pour voir le traceback de ce qui se passe, pour voir s'il n'y a pas un mec qui s'est amusé à mettre des petits prints dedans. Et aussi faire des hash, malheureusement. C'est horrible. C'est ce qui est fait de plus en plus, parce que c'est très chiant pour nous, en fait, à chaque fois, faut voir comment le hash est fait, parce que souvent, c'est des hash custom, hein, ils n'utilisent pas juste un vieux MD5 rapidement, c'est du hash custom. Donc, il faut le faire, faut tout checker à la main, malheureusement. Pour l'utilisateur, ce qu'il prend, c'est le mouvement de souris. La pression du doigt, donc si vous êtes sur téléphone, les boutons sur lesquels vous êtes passé durant votre mouvement de souris, la vitesse des déplacements aussi, et les routes visitées précédemment. Par exemple, Datadom, ce qui fait, par exemple, si vous avez besoin de passer pour taper sur l'API, vous aurez eu besoin 100% de chance de passer sur une route qui s'appelle /ticket. Si vous n'êtes jamais allé sur /ticket avant, il est possible qu'il vous bloque. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que les bots en fait, ont besoin d'aller sur des pages qui servent à rien, entre guillemets, donc ça les ralentit, ce qui est pas mal. Tout d'abord, ce que je fais quand j'essaye de reverse un anti-bot, encore une fois, je prends Datadom comme exemple parce que c'est celui-là que j'ai fait, c'est pas parce que c'est le plus mauvais, etc. C'est juste qu'en fait, c'est celui-là qui a le plus d'utilisation pour mon utilisation. Ça aurait été Cloudflare, j'aurais passé malheureusement 2 mois à faire Cloudflare. Ça change rien, peu importe lequel c'est, j'ai pris celui-là que j'ai le plus besoin. Donc le premier test que je fais, c'est de voir s'il y a une application mobile. Très souvent, application mobile n'a pas d'antibot. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas forcément d'SDK pour tous les antibots. Je crois que Akamai, il y en a un. Oui, Akamai, il y en a un. Mais les autres, je crois pas. Et je crois pas qu'il y en a d'autres, en fait, de mémoire. Il y a uniquement Akamai qui l'a. S'il n'y a pas d'application mobile, je vais tester sur mon téléphone iOS, parce que iOS, si vous êtes... On va dire que sur Android, le problème, c'est que vous allez avoir un fingerprint qui est très fin, même si Samsung est très commun. Le plus commun, c'est iOS. Si vous avez un iPhone, vous passez pareil, vous êtes la même personne que 40% de la population mondiale. Donc, ça rend la chose beaucoup plus simple pour passer inaperçu. Donc on va regarder iOS et Windows. Souvent, je vais le faire pendant la phase de déobfuscation et de recherche, etc. Je vais essayer les deux et je vais voir lequel est le plus accepté sur le site. Parce que souvent, les antibots vont accepter des choses plus facilement si vous êtes sur un téléphone. D'habitude, tous les utilisateurs de ce site-là sont sur iPhone, sur Chrome. Vous avez plus de chances de passer tranquillement avec un iPhone Chrome. Donc la méthodologie que je vais montrer actuellement va être basée sur 3 parties. Donc la première, c'est la déobfuscation du code. On l'a vu rapidement plus tôt. Le code est absolument illisible au début. C'est impossible de faire quoi que ce soit avec. Même en dynamique, c'est impossible. Donc on va déobfusquer d'abord, passer en dynamique après, commencer à regarder comment l'antibot fonctionne réellement, et ensuite faire un script d'automatisation. On va tout d'abord montrer donc la déobfuscation de ce code-là. Le premier exemple que je vais montrer, on peut voir que là, on a un pavé tout dégueu au début, et à la fin, on a quelque chose d'un peu plus sympa, parce que c'est quand même 4000 lignes de pure JS un peu bizarre, donc ça reste pas non plus un super moment, mais c'est déjà plus appréciable. Le premier point que absolument tous les antibots utilisent, là j'utilise une des versions la plus simples, c'est de juste utiliser une fonction pour swap l'entièreté des caractères. On ne veut pas qu'il y ait un CTRL F possible. S'il y a un CTRL F possible, ça va le rendre beaucoup plus simple à reverse. Donc, ce que les gens font, là, j'ai mis un from shardcode. Par exemple, Datadom utilise from shardcode pour la première partie de la déobfuscation. Là, on peut voir que ça fait un Hello World. Eux, ils font pareil, en gros. Hein, ils passent. Donc là, on voit le Hello World. Ça fait un peu chier la taille que ça prend. Mais c'est assez facile à reverse. On va pas se mentir que là, une petite regex et c'est parti. C'est assez simple. La deuxième partie qui est extrêmement utilisée, c'est des switch cases vraiment hideux. Là, on peut le voir. Donc, à gauche, c'est l'entièreté du switch case. Tout ça est l'entièreté de l'utilité. La seule raison que ce code existe,
Ouais, c'est à droite chez vous. L'entièreté de la raison pour laquelle elle existe, c'est juste pour les 2 lignes à côté. Ça sert à rien d'autre, c'est vraiment juste pour visuellement déranger la personne qui va essayer de le reverse. Ça, c'est avec l'habitude, hein, en vrai, en 2-3 heures, en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que, en fait, ils essayent de juste nous la mettre à l'envers, donc ça va assez vite aussi. De ce que j'ai montré auparavant, là j'ai montré le French Hardcode, mais par exemple, je vais donner des exemples qui existent et que j'ai vu aussi que Datadome utilise par exemple. C'est par exemple utiliser des arrêts avec chaque string qu'ils vont utiliser dans l'entièreté de leur script. Chaque string est fait, par exemple, va être décalé avec, je sais pas, soit être mis en bas 64 pour pas pouvoir le rechercher, soit va utiliser, je sais pas moi, un code César pour après le passer dans une fonction qui va le remettre dans le bon sens. Il y a plein de moyens de bloquer pour faire qu'il n'y ait pas moyen de faire un CTRL F. Encore une fois, avec du temps, tout est faisable. Ensuite, après avoir déobfusqué, on va dire, le plus gros, ce qu'on va utiliser pour, par exemple, le faire automatiquement, parce que maintenant, beaucoup d'antibots ne vont pas juste vous en donner un script et c'est fini, pendant 1 mois, vous avez le même script et vous pouvez juste le reverse en 2 spi et puis c'est bon. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils vont soit avoir une base donc, de genre 100, 200 scripts qui sont déjà prêts et vous les envoyez aléatoirement, ou alors juste purement le changer tous les jours. Datadome, c'est ce qu'ils font. C'est marrant parce que les horaires de changement, c'est toujours les horaires de travail. C'est-à-dire qu'il y a un mec manuellement qui vient cliquer sur un bouton pour dire bon, on va changer le script. Donc, quand on a besoin de l'automatiser, on va passer par un AST. Vous avez peut-être déjà entendu si vous avez déjà fait du reverse. Un AST, dans le cas du JavaScript pur, c'est un JSON avec uniquement les actions qui sont faites, pas les noms pas les noms des variables. C'est ce qui est par exemple à Epitech, je crois, pour leur mouli en plus, je crois qu'ils utilisent ça aussi. Mais donc l'idée est que souvent le premier réflexe à se dire quand on est un antibot, c'est se dire bon voilà, je vais changer tous les noms de variables à chaque fois, ça va être super chiant pour le mec, il va se casser les dents dessus. Avec un AST, on voit même pas les noms des variables, donc il n'y a pas de souci là-dessus. La deuxième partie, malheureusement, ce qui est aussi utilisé des fois quand on a la flemme de faire de l'AST, parce que c'est quand même beaucoup plus complexe, les regex horribles. Les regex, ça, c'est vraiment pas la chose. Bon, je le fais avec plaisir, mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire, bien entendu, parce que c'est très précis. S'il y a un gros changement sur le site, ça marche plus. Donc c'est dommage, mais voilà, ça m'a pas empêché de faire un Datadome qui marche avec 500 regex dedans. Mais ça se passe bien. Pour l'instant, il tient bien, donc tout le monde est content. Ensuite, après avoir un script totalement déobfusqué, ce que je vais faire, c'est de modifier les valeurs à l'intérieur. Ça veut dire ce que je vais faire, c'est que je vais l'override directement dans la console Chrome. Si c'est par Chrome, si j'utilise par exemple iOS, je vais devoir passer par burp et à chaque fois update la requête. Mais la plupart du temps, je vais passer par l'override Chrome si je peux, parce que c'est vraiment un plaisir à utiliser. Il y a les breakpoints, on peut rajouter vite fait un console log et rafraîchir la page, ça remarche. C'est vraiment pas mal du tout. Donc très souvent, c'est ce qui va être le point suivant quand on va commencer à essayer de faire vraiment le reverse pur. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est encoder le payload. On peut le voir ici, donc il y a le payload encodé de Datadome et d'Akamai. Ce qui va être fait, c'est jamais le même et c'est jamais quelque chose de classique, c'est jamais juste, je sais pas, de l'AES. C'est toujours un truc custom à eux-mêmes qui est souvent lightweight pour pas que ça prenne trop de temps. Donc là, ça malheureusement, faut se balader sur le truc, faut se balader sur le script, faut aller sur la fonction et regarder comment la fonction fonctionne et pour pouvoir après faire un petit script, une version, je sais pas, Python, ou alors regarder la version de JS qui est utilisée. Pour après pouvoir la mettre, pour pouvoir ensuite l'encrypter. Quand on a la fonction encryptée, ce qui est cool, c'est que en fait, on peut juste mettre un petit console log tout en haut de la fonction encryptée et bam, ça nous retourne le JSON avec l'entièreté des keys. On peut le voir en haut, là, il y a certains mots que vous allez pouvoir comprendre qui sont genre par exemple invisibles, c'est pour dire que celui-là on le voit pas. Là, j'étais sur mon iPhone, donc on voit que j'étais en Europe, sur un téléphone qui est avec un langage US, sur un truc Apple. Voilà, j'utilisais HTTP 1.1, voilà, donc là on voit quelques infos qui sont utilisées, qui sont récupérées assez facilement, on peut le voir à l'œil, même si on peut voir que les keys, donc les clés du JSON sont pas les bonnes, elles sont aléatoires, elles changent tous les jours, ça aussi. Donc
on peut deviner, certains on peut pas, donc on va devoir passer sur le script et regarder ce qu'elle fait exactement. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on doit la documenter. Ouais, ça c'est le moyen. Malheureusement, c'est le truc le plus triste, tout le monde est d'accord. Il faut documenter, des fois, ça fait chier, mais bon, voilà, on le fait. Et par exemple, là, je donne l'exemple de Datadome. J'ai donc documenté chacune des keys, qui fait environ un markdown de 2500 lignes, quelque chose comme ça. C'était 4 jours très très fun à ce moment-là, mais, mais ça a été fait, donc maintenant c'est cool. Je considère que c'est absolument primordial de le faire si on veut comprendre exactement ce qui se passe dedans. Surtout s'il y a besoin de mise à jour après, etc. Là, je sais que je peux beaucoup plus rapidement faire une mise à jour parce que je comprends vraiment ce qui se passe dans le payload. J'ai pas juste récupéré le payload, fait 2-3 updates et espérer que ça marche. Vraiment, chacune des keys dans l'entièreté du payload, je les ai documentées. Ensuite, dès qu'on a fait tout ça, on a juste à faire le petit script on a juste à faire le petit script avec tout ce qu'on a récupéré auparavant. Et voilà, on peut voir que là, comme ça, mon payload Datadome passe, je reçois le petit cookie, il me retourne sur le bon site, etc. Donc tout est bien passé. Pour le script de résolution, il y a 2 choix possibles. Ça veut dire que soit, on va pas se mentir, je vais me faire chier et je vais partir en Golang, soit je vais partir sur du Python, du Node.js. C'est beaucoup plus simple. Les librairies, il y en a beaucoup plus. C'est beaucoup plus léger à faire. On va dire qu'une ligne en Python, des fois ça en fait 10-15 en Golang. Donc je vais privilégier ça si l'antibot n'est pas gourmand en termes de performance. C'est-à-dire que des fois, je peux avoir entre 10 et 70 utilisateurs en même temps qui peuvent faire entre 100 et 1000 requêtes. Si les 70 000 requêtes passent en même temps et que ça tient, je ne vais pas le passer en Golang. Mais si ça passe pas, malheureusement, je vais devoir le mettre en Golang et l'implémenter directement dans mon bot à moi, sans passer par un système d'API pour récupérer les datas. C'est beaucoup plus loin à développer, malheureusement, mais bon, il n'y a pas le choix. Des fois, faut le faire. Par exemple, Datadome, il n'y avait pas le choix. C'est assez gourmand quand même en termes de demande. Donc, je l'ai passé en Golang. Ensuite, après avoir donc fait votre petit script, le problème c'est que si j'utilise mon fingerprint qu'on a vu avant avec mon iPhone en Europe, avec exactement la même taille de mon iPhone, etc. Certes, sur iPhone ça va, mais par exemple sur un Chrome, si la même carte graphique, la même taille d'écran, le même canvas, ça fait beaucoup de trucs qui est précis à notre utilisation. Donc ce que je fais, c'est en fait, je prends le script Datadome, je rajoute juste une petite redirection dès qu'il fait le payload. Je fais une petite redirection sur une database à moi, sur une API qui ensuite la met sur la database, et je demande à tous mes potes de passer sur mon site. Je leur dis, s'il vous plaît, passez sur votre téléphone, passez sur votre Chrome, passez sur votre Firefox, passez sur tout ce que vous avez. Et après, ça va me faire une petite base de données de fingerprint, ce qui fait qu'après, je peux les réutiliser plus tard. Je peux pas les utiliser exactement la même, parce que comme j'ai dit avant, il y a des timestamps, il y a des hashes faits sur exactement l'ID de l'antibot que vous utilisez, enfin que vous faites, dans le sens où chaque fois que vous allez passer sur la page, vous allez avoir un ID différent. Donc, faut l'update, ce truc-là. Mais ça reste que ça régale quant à ça. En fait, il faut juste changer 5-6 keys la plupart du temps, et puis on peut l'envoyer et ça marche super. Maintenant qu'on a vu comment les solve, maintenant, on va voir comment les bypass. Les bypass, ça veut dire ne pas les voir du tout. C'est-à-dire qu'on se fait même pas chier à payer, à perdre du temps sur du reverse, rien du tout. Juste, il n'existe même pas. Ce que je vais montrer rapidement, donc là, c'est tout l'intérêt de ce qui va être montré comme bypass, c'est de réduire le temps le plus possible. De checkout, encore une fois, si je peux faire sauter 3 requêtes en une seule, je vais le faire. Si je peux enlever l'antibot, je vais le faire. Si je peux avoir une réponse plus courte, je vais le faire. Donc, c'est souvent ces 3 points-là qui sont les plus importants pour moi quand j'essaie de trouver des bypass. Là, on peut voir un checkout classique, c'est ce que j'ai parlé auparavant, donc il y a la connexion. Ça dépend, il y a certains sites qui acceptent l'invité, mais la plupart du temps, il y a une connexion. Après, il faut monitor l'item, donc il faut attendre le moment qu'il sort, l'ajouter au panier, ajouter les informations de livraison, etc., et le paiement. Le premier bypass que je vais montrer, c'est donc les sous-domaines. Le premier réflexe que j'ai quand je vais sur un site pour voir s'il y a un problème ou pas, c'est d'aller sur les sous-domaines, DNS, Dumpster ou Shodan. Là, on peut voir ici sur le roi du jouet, donc, qui a un org-3w. En allant dessus, bizarrement, c'est la prod, en fait. C'est la prod, mais qui n'est pas sur 3w, en fait. C'est-à-dire que Datadome,
Ce site est protégé par Datadome avec 3W, mais pas org-3W. Ce qui fait qu'en fait, en utilisant exactement les mêmes actions, mais mettre org- au début, ça bypass l'entièreté de l'antibot. Donc là, dommage de payer pour qu'en fait ça marche pas. Donc ça, c'est assez dommage. Et là, le seul nom que je vais name drop, donc c'est Roland Garros, parce que la faille est encore active. C'est la faille qui a été utilisée par énormément de personnes durant la sortie il y a 2-3 mois de mémoire, je sais plus trop. Mais la faille est encore active. C'est un peu dommage parce qu'en fait, il n'y a pas de file d'attente. En plus, Roland Garros, c'est un système assez différent, c'est-à-dire qu'ils bloquent le site 12 heures avant, ils mettent l'entièreté du stock durant les 12 heures avant, et en fait, le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de file d'attente et que comment ils font pour bloquer, c'est de mettre la file d'attente au début, en fait, les mecs check out avant, en fait. Les mecs payent avant, et en fait, il n'y a plus rien sur le site au moment de la sortie. Ça veut dire qu'il y avait 1 500 000 personnes sur la file d'attente, mais en fait, il n'y avait déjà plus rien au moment zéro de la sortie. Ce qui est dommage. Là, on peut le voir donc rapidement avec un petit showdown. Ticket, c'est un CNAME sur un cloud AWS. En fait, vous voyez que c'est les mêmes, prod ticket et prod ticket. C'est encore le cas activement. Là, si vous allez sur prod ticket, ça marche super. Il n'y a pas de queue, il y a rien du tout. Ce qui est assez dommage, parce que l'année dernière, il y avait eu un peu quelque chose de ressemblant. Ils avaient oublié de mettre les routes importantes dans le anti-bot, ce qui fait que là encore, il y a un bypass. C'est encore le cas cette année, c'est un peu dommage, mais en espérant que ça soit patché assez vite. L'autre système qui est extrêmement utilisé, c'est que déjà, tous les anti-bots fonctionnent sur un système simple. Ils regardent l'URL. C'est ce qu'ils font presque tous. Ils regardent l'URL ou ils regardent l'ID qui est utilisé dans l'URL. Là, je donne un ID, par exemple, là, le 568-412, là. Ça, c'est uniquement ce qu'il regarde, pour voir s'il a besoin de bloquer, qu'est-ce qu'il a besoin de faire, etc. Donc, moi, mon premier réflexe que j'ai, c'est de me dire, je vais essayer de le changer. Mon seul but, là, c'est de faire que dans l'URL, c'est pas exactement ça. Ça reste ça dans la base, mais c'est pas exactement ça. Là, on peut voir que sur la deuxième ligne, je rajoute un 0. Parce qu'en fait, sur ce site que je faisais à l'époque, il passait en int la valeur. Ce qui faisait que sur la string, c'était bon. Mais quand il passait en int, le 0 disparaissait. Et donc, c'était bon. L'ID était bonne. Et le deuxième, c'est le percent code. Le percent code, c'est très très fort. Il y a beaucoup de sites qui l'oublient encore. C'est en fait de juste mettre un pourcentage 3 avant un chiffre de l'ID. Et puis, en fait, ça fait que c'est la version percent encodée de votre chiffre. Et ça va possiblement soit bypass la queue, soit bypass l'antibot. L'autre point aussi, c'est les headers. J'ai vu des petites choses rigolotes sur un site, on peut le voir rapidement, mais bon voilà, c'est Ticketmaster, ça marchait il y a longtemps. En fait, là, on voit qu'on se prend un 401 authorized sur le cookie, on va dire sur l'antibot. Malheureusement, on n'arrive pas à passer. Mais si on met dans le cookie, on met juste des tirets pour remplir la taille du header pour que ça fasse tout pile la taille acceptée par le CDN, mais pas par Ticketmaster, là, c'est bon, tout va bien. Rien besoin de faire, juste spammer les tirets. Ce qui fait que c'était pas mal dans le code, on va pas se mentir. Il y avait juste un pavé de tirets à un moment au milieu. Mais voilà, c'était un moyen de le passer. Ça s'est assez vite fait patcher bizarrement. Ça se reconnaît bizarrement quand on check vite fait la requête. Je pense qu'il y a un truc qui est quand même visible. Donc ça a été patché en environ 2-3 semaines à l'époque où c'était sorti. En conclusion, le botting, c'est quand même assez récent dans la grande envergure de tout ça. Surtout, la montée du botting est très récente. Je l'ai vu monter dans les 3 dernières années. C'est vrai que ça commence maintenant à être incessant et dérangeant pour les gens. Les outils en place font généralement bien leur taf, dans le sens où on ne pourra jamais bloquer 100% les gens. S'il y a de l'argent derrière, s'il y a un objet qui vaut de l'argent, il y a un mec qui va avoir les moyens de payer, 10 gars pour reverse un truc. C'est obligé, malheureusement. Donc le but pour moi, je pense, c'est pas d'avoir 100%, c'est d'être le plus proche de 100%. Comme ça, au moins, il y a des utilisateurs qui peuvent quand même en acheter des trucs à côté. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais bloquer les bots, malheureusement. Mais au moins que les utilisateurs puissent acheter un petit peu, quoi. Les 3 conseils que je donne pour éviter que ça arrive à nouveau, ce que j'ai montré, c'est de mettre uniquement l'antibot seulement pendant la phase active, pour éviter que, en fait, il y a quelqu'un comme moi qui vienne à 4h du mat essayer de reverse l'antibot et de pouvoir s'amuser à checker des trucs, etc. Si vous le laissez dans une plage très courte d'1 heure, automatiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Le conseil 2 aussi, c'est d'identifier les points sensibles. Ça veut dire que j'ai montré certains bypass. Bon,
Certains sont difficiles à se rendre compte, mais certains sont assez faciles. On va pas se mentir qu'un coup de shodan sur votre propre domaine, c'est pas si compliqué. Ça peut vite montrer des points sensibles, ou un DNS dumpster, ça change rien, mais voilà. Et ne pas baser toute la sécurité sur les antibots. Je pense qu'il y a pas mal de sociétés qui se disent j'ai mis de l'argent dans l'antibot, il y a intérêt qui marche et j'ai rien à faire à côté. C'est pas le cas du tout, hein, du tout. En tout cas sur le botting pur. Souvent c'est un domaine qui est un peu mis de côté. On se dit bon bah voilà, on va prendre, je vais mettre un antibot, tout va bien se passer, c'est pas un gros souci. Malheureusement c'est pas tout le temps le cas, comme on a pu le voir. Donc malheureusement, faut aussi un peu quand même regarder d'autres trucs auparavant. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que ça marche? Ouais. Normalement, il y a des micros dans la salle. Ouais, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être, ouais, je vois un bras levé. Est-ce que celui-là, il marche? Ouais, super. Je vois pas au fond, mais pas. On a Quentin qui est sur la droite, si je dis pas de bêtises. Ouais. Allô, oui. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais vous poser une petite question par rapport au Roland-Garros. Vous avez dit que du coup, il y avait moyen en fait, qu'il n'y ait plus rien, tout simplement, au T0. Ouais. Et comment ça se fait qu'il ait cette capacité-là? Pourquoi est-ce qu'on peut même acheter avant cette période-là? Est-ce qu'ils ne peuvent pas juste prendre les thunes et ensuite ouvrir le site pour les gens et dire, bon, ceux qui ont acheté les trucs avant T0... Oui, absolument. C'est ce que je pensais qu'ils allaient faire aussi. C'est pour ça que moi, j'ai même pas touché à tout ça. En fait, je connaissais le bypass. J'ai rien fait du tout, moi, sur Roland-Garros, parce que je me suis dit, un peu bizarre, ils vont me bloquer à T0. J'ai des potes qui ont réussi à garder leur truc. D'autres sont fait cancel, t'as raison. Comme t'as dit, en gros, ils récupèrent l'argent. Ils attendent une petite semaine et ils vous disent, dommage, en fait, on a remarqué que c'était vous et ils vous cancel. Je sais pas pourquoi. Non, ils te le rendent. Mais ils te le rendent, mais par contre, ils te font un loan de bien 1 mois, comme ça, t'es bien dégoûté, quoi. Mais oui, je sais pas du tout. En fait, je pense que... Je vais pas être méchant, donc je vais juste dire que je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi. Des fois, il y a des choses qui me choquent sur certains sites. C'est dommage. C'est dommage parce que, en fait, ça arrive chaque année chez eux depuis maintenant 5-6 ans. Ça arrive chaque année, en fait. À T0, il y a déjà... Enfin, sur les choses intéressantes, on va dire. C'est-à-dire que les finales carré or, les finales catégorie 1, des choses comme ça, les demi-finales or et les demi-finales catégorie 1, il n'y a déjà plus rien. Les trucs qui sont un peu plus OK, ils les laissent. Mais sinon, il n'y a déjà plus rien au début. Et ouais, c'est vrai que ça fait chier, quoi, en fait. C'est vrai que c'est dommage, quoi. Mais bon, voilà. Il y a peut-être aussi une grosse méconnaissance des systèmes anti-bots sur le marché dans les trucs du retail. Absolument. Ça, c'est vrai que en fait, les gens ne le mettent pas en priorité aussi. En fait, je pense que y a d'autres soucis à se faire, comme on va pouvoir voir durant cette journée, mais il y a d'autres trucs à penser que les petits malins qui veulent acheter pour revendre. En fait, le truc, c'est que ça fait que, en tant qu'entreprise, ça reste qu'en fait, vous recevez votre argent, vous, hein, que ce soit un robot, que ce soit un être humain. C'est juste que ça va vous faire une bad rep, mais si vous les laissez activement et que vous en foutez, ce que fait par exemple certains sites comme Ticketmaster, hein, parce que ils ont une plateforme de revente, eux, et bizarrement prendre 20% de plus après derrière le ticket, ça fait plaisir. Mais sinon, en fait, il y a peu c'est pas forcément, on s'en fout, c'est plus pour de l'éthique en fait. Et mettre de l'argent pour de l'éthique, c'est pas forcément quelque chose que une entreprise qui veut faire de l'argent a un intérêt, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, pardon? Non? Bon, nickel. Alors moi, j'ai une question. Tes chaussures, tu les as chopées en drop ou tu les as achetées normales? Je les ai payées bien resell, j'ai pas réussi à les avoir, t'inquiète pas. Voilà. Ça, j'ai pas eu de bol. Des fois, ça arrive, hein, malheureusement, on se rate, hein, c'est la vie. Mais bon, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.